Et je pense que c'est parti. Bonjour Mathieu, bonjour Bonjour. à toutes et à tous. Merci d'être présente pour ce live avec vous, Mathieu. Vous venez gentiment nous parler de votre métier en tant que journaliste et média trainer. Donc, merci pour ça. Peut-être rapidement pour toutes les personnes qui sont connectées et qui ne connaissent pas Chance. Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous et pour redonner du sens à votre travail. Et quand vous faites justement ce parcours Chance, ce bilan de compétences, on vous invite à explorer des métiers. Et c'est ce que nous faisons justement avec ces live métiers et avec vous, Mathieu, aujourd'hui. Merci d'avoir gentiment accepté de venir parler de votre métier et venir renseigner des gens qui sont intéressés par le métier de journaliste et de média trainer. Donc peut-être que je vais vous laisser vous présenter, nous parler de comment vous en êtes arrivé à ce métier de journaliste et de média trainer. Et voilà, je pense que c'est déjà bien pour commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là également. Il faut savoir que là, actuellement, je donne sur 3 jours une formation en média training. Donc, j'ai pris le soin de me dégager 1 heure, mais je suis en train de... C'est pour ça que vous me voyez dans une salle de classe même. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi, c'était pas écrit d'avance qu'on allait se parler aujourd'hui et que j'allais terminer journaliste à la télé ou média trainer. J'ai un parcours qui est je ne sais pas comment le qualifier, qui est un peu alambiqué. J'étais au collège en plein échec scolaire. Moi, je suis sorti du collège sans le brevet, j'ai 42 ans. Donc, je suis sorti du collège sans le brevet, j'ai même été renvoyé, j'avais des gros problèmes de conduite, de comportement. Donc, c'était inenvisageable de poursuivre sur des études supérieures. Et donc, moi, je me suis redirigé vers une branche professionnelle. Donc, dans ma première vie professionnelle, moi, j'ai fait l'école hôtelière. Rien à voir, vous le voyez bien, avec le journalisme et le média training. Et donc, j'ai fait un BEP. Je partais pour être cuisinier et je découvre les métiers de la salle et du service. Et en fait, là, on a déjà une première étape assez décisive parce que les métiers de la salle et du service, bah, c'est du rapport aux gens, c'est de l'éloquence, c'est une faculté à convaincre, à raconter, etc. Donc je ne sais pas encore évidemment à ce moment-là que je vais m'orienter vers les métiers de la communication, du storytelling, etc. Mais je comprends que j'aime ça, j'aime être au contact des gens, j'aime raconter ce qui va se passer dans le restaurant, les menus, convaincre aussi. Je comprends ça. Donc je fais un BEP, puis un bac pro, et puis chemin faisant, j'intègre des grandes maisons pour des stages, hein, le Pavillon, le Doyen, je travaille pour des grands traiteurs, Hôtel et Chabot, les grands hôtels de la rue de Rivoli, etc. Je vois ce qu'il y a de plus beau dans Paris, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et je me dis, ok, tu adores ce métier-là, ce milieu-là, mais en fait, moi, je rêverais d'être celui qu'on va servir plus tard. Et ça m'a redonné une ambition. J'ai repris confiance en moi et surtout, là, j'avais un objectif. Donc, je fais mon BEP, mon bac pro, et on me propose de faire une passerelle en BTS. C'était assez rare à l'époque. On m'a dit, voilà, on devrait te proposer donc un BTS, donc rattraper une filière plus technique. Et donc, je fais un BTS de gestion hôtelière, où là, je découvre encore plus le marketing, la communication, le droit, l'économie, etc. Et on fait de moins en moins de pratiques. Donc je valide ce BTS-là et je me pose une question qui a été assez décisive. Je confirme en fait mon sentiment, j'adore ce milieu-là, j'ai pas envie de travailler là-dedans. La coupure, le décalage, etc. Par contre, j'ai très envie d'aller vraiment dans les milieux de la communication, du marketing. Et donc c'est ce que je fais. Je rattrape une fac, j'ai fait une licence et une maîtrise en management et commerce, donc vraiment général. Et là, je me pose une nouvelle question. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lever tous les jours de ta vie et être heureux d'aller travailler? Et moi, la réponse, elle est évidente. Et j'ai plusieurs passions dans ma vie. Il y a le sport, il y a les médias, et j'ai toujours aimé ce qui touchait à l'audiovisuel, la création audiovisuelle. Donc, je fais un MBA en management du sport. Ouais, donc, j'arrive déjà dans une seconde carrière après la restauration, hein, où j'ai travaillé quand même, hein. Et donc, je fais un MBA en management du sport. Donc, on est d'accord que c'est pas pour être prof de sport, hein. C'est vraiment le marketing du sport, sport business, communication, économie, droit, etc.
et je valide donc ce MBA-là. On est encore loin du journalisme, mais vous allez comprendre le cheminement. Je pratique moi des sports de contact et de combat depuis que je suis adolescent, des sports de percussion. Et pendant cette année de MBA, il y a une offre de stage de la Fédération française de judo. Je faisais pas de judo moi à l'époque, mais voilà, c'est une grande discipline, le sport de combat, et ils organisaient un championnat du monde par équipe de nation à Bercy. Et je me dis, ça serait incroyable de travailler là-dessus, un événement mondial, etc. Je postule, ils me prennent. Je fais 6 mois de stage là-bas, formidable. Et j'ai de la chance, donc à l'issue de ce bac+5, on me propose 2 postes, dont un au service communication de la fédération. Donc moi, je prends celui-là. C'est un CDD d'1 an, assistant de communication, qui à la fin, ils sont contents de mon travail, ils me gardent en CDI et ils créent pour moi le premier poste de chargé de communication. Donc j'ai de la chance, hein, je fais la bascule, j'ai pas eu à chercher de travail, etc. Et j'entre de plein pied dans le milieu du marketing sportif que j'ambitionnais hein, de toucher clairement. Donc voilà, j'arrive à la Fédération française de judo et puis c'est le hasard aussi. J'ai à nouveau de la chance parce que j'arrive au moment où il y a une super génération de super athlètes qui arrivent, dont Teddy Riner. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et donc moi, les premiers dossiers que j'ai à gérer en relations presse, en événementiel, c'est Teddy notamment, hein, qui vient d'être champion d'Europe, qui va être champion du monde. Et puis, c'est pas encore le phénomène qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc il n'a pas de staff encore. Donc c'est nous à la fédération qui gérions ça. Et puis j'avais une grosse casquette événementielle. J'ai organisé une centaine d'événements sur les 5 années que j'ai passées là-bas. Et là, je découvre à nouveau, je ne sais pas si c'est une faculté, en tout cas une appétence pour l'art oratoire, je vais vous expliquer. On organisait un événement qui s'appelait les Mercredis de l'équipe de France, où je partais avec des athlètes de l'équipe de France, hein, des médailles olympiques, champions du monde, champions d'Europe, enfin vraiment du lourd. Hein. On allait dans des régions, donc accueillis par des clubs et les départements judo. On organisait le matin des actions caritatives. On pouvait aller dans des prisons, dans des foyers pour femmes battues, ou faire des entraînements avec des enfants atteints d'handicap ou des choses comme ça. Et je faisais un peu le modérateur, je faisais le lien entre les gens qui avaient des questions à poser, entre nos athlètes. Et puis je voyais que j'arrivais à créer du lien, à passer des messages aussi, évidemment sur toutes les valeurs du sport, etc. J'étais plutôt très à l'aise là-dessus, c'est quelque chose qui me plaisait. Ensuite, le midi, on avait vraiment un gros moment institutionnel, parce qu'évidemment, quand on arrive avec des grands champions, il y a des députés, il y a des présidents de région, beaucoup de politiques qui viennent. Et là encore, j'arrivais à faire le lien, à créer, à passer du message, etc. J'étais plutôt à l'aise là-dessus. Et l'après-midi, on faisait ce qu'on appelait des entraînements de masse, où j'animais, moi, des événements où on avait 800, 900, 1000, jusqu'à 1500 enfants sur les tatamis. Et là, je faisais vraiment l'animateur, je coordonnais, parce qu'on avait un timing hyper précis, évidemment. On était en province, il fallait qu'on rentre à Paris le soir. Et donc, j'arrivais, c'est pareil, à donner de l'élan, à créer de la cohésion, à respecter aussi une chronologie événementielle. Donc, j'animais tous ces trucs-là. Et donc, beaucoup de gens me disaient, mais tu devrais poursuivre là-dessus, tu as un truc, tu devrais faire de la télé, machin, machin. Mais moi, j'y pensais pas du tout. Je disais, non, moi, je prends du plaisir, c'est un kiff, c'est sympa, on fait rêver des enfants, etc. Mais je me rappelle d'athlètes de l'équipe de France qui souvent m'ont dit, tu devrais faire ça. Bref, ça, c'est une partie de mes activités. En parallèle, je m'occupais beaucoup de sponsoring, donc je travaillais avec des gros sponsors, hein, le LCL, Adidas, la Matmut et tout ça. Je faisais beaucoup de relations publiques. Et là encore, la capacité oratoire, l'éloquence aide énormément. Après, bon, je ne vais pas vous faire un cours ici. L'éloquence seule, ça ne peut pas suffire. Ce qu'il faut d'abord en communication, en journalisme, c'est avoir du fond et du contenu. Ça, c'est, à mon sens, 90% du métier. Après, c'est 10% restant, c'est l'éloquence, effectivement, c'est la capacité à retranscrire un propos, et qui est toujours corrélé à un exercice. Mais en tout cas, j'arrivais à faire tout ça. Donc, je passe 5 années à la Fédération française de judo. Et à l'issue des Jeux Olympiques 2012, moi, j'arrive à la fin d'un cycle. J'ai des amis de l'équipe de France qui ont été champions olympiques, champions du monde sur l'Olympiade, d'autres qui se sont plantés. Hein. Et je me dis, OK, j'ai envie de passer à autre chose. J'avais goûté au marketing sportif et j'avais très envie d'intégrer le monde des médias. Et je suis recruté par une grosse société de production audiovisuelle qui s'appelle Endemol. Je ne sais pas si tout le monde connaît, qui produit Secret Story, les Miss France, les 12 coups de mini, Money Drop, les enfants de la télé, enfin des grosses émissions. Donc je suis recruté par Endemol pour construire le service communication. Et là, effectivement, il y a une accélération dans mon parcours.
parce que j'arrive comme directeur de la communication. Donc, je me fais un réseau hyper puissant. J'apprends vraiment. Là, autant dans le marketing sportif, j'avais franchi un step. Là, j'arrive chez Endemol, je suis hyper exposé. Mes homologues, c'est le directeur de la communication de TF1, d'M6, d'autres sociétés de production. Et donc là, il y a une vraie bascule en termes de réseau. Donc, je fais 4 ans et demi là-bas, au contact donc, de personnalités. Mon travail, moi, c'est de faire la promotion des émissions de télé, toute la communication corporate et interne. Donc, je mets un peu de côté cet art oratoire, on va dire, mais je deviens vraiment un expert de la communication et de l'audiovisuel. Je passe 4 ans et demi là-bas, et pareil, j'arrive à la fin d'un cycle, parce qu'Endemol doit absorber Shine, qui est une autre société de production à l'époque, et j'ai pas envie de tout refaire, de repartir à zéro. Et donc, je quitte Endemol dans de très bonnes conditions. Je crée ma société parce que je comprends que j'ai acquis une expertise dans l'audiovisuel et dans la communication. Et ça, j'ai envie de la transmettre. J'ai toujours eu au fond de moi la transmission. Donc, je crée ma société, donc, qui existe toujours, qui s'appelle Les Audiences Consolidées. Et puis, donc, je suis sollicité pour des séminaires, pour des prises de parole, pour décrypter. Et comme je suis invité sur toutes les conférences de presse de l'audiovisuel, parce qu'évidemment, c'est devenu des amis, hein, les DIRCOM de TF1, M6, France Télé, tout ça, je me dis, mais puisque tu as accès à ça, en plus des formations que tu donnes, bah, fais de la vidéo, fais de l'image, pour montrer ce que c'est qu'une conférence de presse, un press junket, etc. Et puis l'étape d'après, je me dis, mais pourquoi, puisque tu as accès à des grandes personnalités, Arthur, des Miss France, etc., pourquoi tu ferais pas des interviews avec eux pour leur demander leur vision du métier, leur parcours? C'est un peu dans mon ADN, c'est de raconter des beaux parcours. Moi qui ai un parcours compliqué, je pense que si j'avais eu plus de rôle modèle, ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Et donc voilà, donc moi mon sujet, comme j'ai un réseau qui est sympa, c'est pas de demander aux gens s'ils préfèrent le grec ou le KFC, c'est raconte-nous comment tu es devenue Miss France, Miss Univers. C'est pas forcément juste parce que tu es jolie, il y a eu d'autres choses. Comment tu as créé, Arthur, une émission qui est vendue dans le monde entier, etc., etc. Donc je me mets à faire des interviews, donc je me mets aussi en scène. Et puis en fait, ça dure pas longtemps parce que je suis repéré par un groupe de télé, le groupe Canal+, qui lance, donc ça c'était il y a 5 ans, qui lance une émission de pur décryptage médias et communication. Sauf que moi, j'ai jamais voulu faire de télé dans ma vie. Donc, il me propose 2 fois. 2 fois, je dis non. Il voulait que je sois chroniqueur en disant, voilà, on te passera un sujet la veille. Pourquoi la prise de parole d'Emmanuel Macron, de Laurent Wauquiez, qui vous voulez, a été bonne ou pas selon toi, selon ton regard d'expert en communication, ou pourquoi telle émission a marché, pas marché, etc. Et au bout de la deuxième fois où il me propose, je dis non. Je pose la question à un ami qui est un grand producteur de télé. Il me dit, mais t'es fou. Tu devrais y aller, tu viens de créer ta société, t'es nobody, personne ne te connaît. Là, tu as une exposition directe. Fais-le, puis tu verras si ça prend. Et puis, donc je dis oui la troisième fois. Et là, il y a vraiment un basculement. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais voulu faire ça. Je sais pas ce que c'est que ce métier-là. Je sais même pas dans quel studio télé ça se passe, ni rien. Donc, je rencontre les producteurs un mardi. Et ils me disent, si tu veux, tu commences jeudi. Et jeudi la semaine prochaine. Ils me disent non, jeudi après-demain. Je dis OK. Et moi, il y a un truc, c'est que je suis très compétiteur. Je sais pas trop dire non. Donc je dis oui, mais sans savoir en fait ce qu'on attend de moi. Par contre, je sais que j'ai une faculté, je sais écrire. J'ai une plume, je sais rédiger. Je me dis OK, ça passe ou ça casse. Tu t'appuieras sur ton contenu. Au pire, tu liras ta fiche parce que c'est que des émissions en direct que j'ai fait. Et puis voilà. Et donc je me retrouve donc un jeudi à l'antenne en direct. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je connais même pas le studio, le plateau. Puis je me suis jamais projeté parce que moi c'était pas un rêve d'enfant de faire de l'antenne. Et puis voilà. Donc ma première chronique se passe. On me demande de décrypter le succès ou la mécanique d'une émission de télé. Et je me rappelle encore hein, quand je la revois, je suis tout fermé. Je suis pas moi, plutôt souriant, etc. Par contre, les retours sont très bons parce que j'apporte une vraie analyse et une vraie expertise. Je décrypte vraiment ce que c'est qu'une émission, pourquoi elle a marché, quels sont les ressorts. Et du coup, en fait, l'émission m'appelle de plus en plus, 2 fois par semaine, 3 fois, puis à la fin, il m'appelait tous les jours. Et à la fin, je parlais franchement de tout et n'importe quoi. Hein. Je parlais de l'article de Gala sur Johnny Hallyday, machin, machin. Mais je me retrouve à faire 150 chroniques à la télé. Donc j'apprends évidemment un autre métier, puis je gagne en confiance forcément sur ma construction de discours, et puis je suis à l'aise, etc. Je chope des tips aussi, hein, comment gérer mon stress ou tout un tas de choses comme ça. Si bien que la saison d'après, j'ai une autre chaîne qui me contacte, c'est Énergie 12, qui lançait un journal des faits divers
pour une émission en quotidienne. Et on me dit, voilà, on aimerait que tu fasses, que tu crées un journal des faits divers tous les jours à la télé. Donc là, tu as une prise de risque parce que je sors, moi, de mon expertise, qui était vraiment les médias et la communication. Par contre, c'est tous les jours, ça devient ton full-time job. Pareil, quand je suis compétiteur, je dis, bon, bah, ok, on fait. Et puis là, donc, je bascule, hein, j'apprends un autre métier parce qu'autant, quand j'étais chroniqueur ou expert média, j'étais à l'aise, hein, je racontais mon avis, et puis j'avais vraiment une carte blanche, hein, je disais ce que je voulais. Et puis là, je deviens journaliste, donc j'apprends à décrypter, à choper une information, à demander telles images, telles images, telles images. Et puis donc là, j'ai un autre rôle. Donc je fais une saison sur Crime et Faits divers, donc à la télé, toujours en direct. Donc au final, sur les 2 saisons et demie que j'aurais fait à la télé, je fais, je pense, 250 émissions quand même en direct comme ça. Mais en me formant en live devant 200 000 personnes et tout ça. Mais ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et je pense que comme j'ai eu du retard à un moment avec les redoublements, le BEP, j'ai rattrapé tout ce que je pouvais autrement. Puis je pense que dans la vie, il faut accepter de se former sur place. Il n'y a pas de métier où on va tout apprendre à 100%. Moi, je dis souvent à mes étudiants, parce que je suis formateur aussi. Du coup, je suis responsable de master, je ne sais pas si je l'ai dit, Pas à Sud encore. de Pub. Alors, je suis responsable de master à Sud de Pub parce que j'avais vraiment cette fibre-là d'enseigner. Donc, j'ai commencé par enseigner, puis l'année d'après, on m'a proposé de prendre un master en responsabilité. J'interviens dans d'autres écoles aussi. Et je dis souvent ça, le président de la République, il ne s'est pas formé avant de le faire. Il y a un moment, il faut se lancer, il faut faire, si on sent qu'on peut le faire. Donc voilà, je fais ma saison sur Énergie 12 et là encore, je prends une décision. Je prends aucun plaisir à l'antenne parce que la thématique du fait divers ne me plaît pas du tout. Donc, outre l'expérience qui est incroyable hein, de pouvoir faire ce métier de journaliste à la télé tous les jours et tout ça, je prends une décision qui est dure. Je dis au producteur, écoutez, merci pour la confiance, mais je ne ferai pas de saison 2 parce que c'est pas mon truc. Et puis, j'avais pas le temps de développer moi-même mes propres contenus. Et j'avais cette frustration-là. Je prenais pas de plaisir parce que quand on parle de faits divers tous les jours, on reçoit en plateau des gens, c'est dur, hein, des gens dont on a tué l'enfant, des corps démembrés, machin. Moi, ça me faisait pas vibrer. Donc voilà, fort de cette expérience-là, je dis ok, je vais me recentrer sur mes activités, la formation, et puis je vais redévelopper ce que j'ai envie de faire. Et puis très vite, bah, j'ai été ressollicité pour faire du média training auprès de personnalités, d'athlètes, de dirigeants d'entreprise. J'ai ensuite je sais pas, un festival de création télévisuelle qui me demande un jour d'être maître de cérémonie du festival pour la cérémonie de clôture, un gros truc. Donc moi, pareil, oui, pas de problème, je le fais. Et je me retrouve sur scène devant 600 personnes, que des gens du métier, des acteurs, producteurs. Je me dis, oh là là. Et puis en fait, ça se passe bien, parce que là encore, je m'appuie sur mon fond, ma capacité à rédiger un beau discours d'introduction. Et après, il y a des standards qu'il faut respecter sur sa tenue, sa préparation, etc. Et puis je vois qu'en fait, je sais le faire aussi. Mais en fait, et c'est ce que je dis souvent, depuis quand je vous parlais de l'école hôtelière, j'ai l'impression que je fais la même chose. C'est-à-dire qu'au final, l'art oratoire ou l'éloquence ou le média training, le journalisme ou la communication, c'est valoriser un contenu. Et j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que la ligne directrice de tout ça, c'est ça. C'est comprendre quelque chose et ensuite comment je le valorise, comment je retranscris un discours. Et pour moi, que je fasse de la stratégie de communication, du journalisme, de la chronique, maître de cérémonie ou que j'enseigne, je retranscris un discours sur lequel, par contre, je suis expert. C'est vraiment la clé pour moi. Et moi, je dis souvent, je préfère quelqu'un qui est timide, mais qui a une maîtrise à 100% de ce qu'il va me raconter, que quelqu'un qui se croit éloquent et qui ne va pas préparer son discours. C'est pour moi clairement la clé. L'éloquence, ça peut marcher sur des sujets légers, pas sensibles, et un jour, ça va casser. Il faut s'appuyer toujours sur du contenu, du contenu, du contenu. Enfin, donc voilà, j'ai été très très long dans ma présentation, pardon. Donc aujourd'hui, voilà, je fais... Alors, pardon, dernière étape, j'avais envie de reprendre aussi ces histoires de faire parler des gens, des personnalités. Donc j'ai créé une chaîne YouTube qu'on a lancée en fin de saison dernière. Je me suis obligé, en fait, j'ai recruté quelqu'un. J'ai investi dans 15 000 euros de matériel, des caméras, des machins. Je me suis dit, OK, tu vas créer ta chaîne qui va être dédiée à la transmission et à l'expertise. Et je reçois des grandes personnalités, Thierry Max, Richard Orlinski, des actrices. On va recevoir une ancienne Miss France bientôt, des grands producteurs de télé. Ça s'appelle la Masterclass. Donc le média s'appelle Divergent, Diversgens sur YouTube. Et on fait parler des gens, des grands champions qui racontent leur parcours. Sauf que là, contrairement à mes premières interviews, c'est vraiment produit. J'ai une équipe avec moi, etc.
Donc ça, c'est le dernier projet. Donc je refais de l'interview, de l'entretien et je redéveloppe aussi tout ça. Voilà, donc en plus des média training, des consulting, etc. Mais encore une fois, moi j'ai l'impression que je fais la même chose tout le temps. J'ai un cerveau qui analyse un fait et après c'est comment je le retranscris, que ce soit face à 200 000 téléspectateurs en direct ou à une salle de 600 personnes ou mes 50 étudiants ou un dirigeant d'entreprise en solo, c'est la même chose. C'est comment je passe mon message. Mais j'ai toujours un objectif. Parce qu'on ne prend pas la parole si on n'a pas d'objectif derrière. Ça sert à rien. Il ne faut pas parler pour rien. Voilà, en Waouh! gros. Je crois que c'est je pense qu'on a envie de t'écouter parler. On pourrait t'écouter parler des heures et je ressens l'éloquence en tout cas. Merci Mathieu pour ce parcours hyper inspirant et j'avoue, waouh, c'est très, on se dit waouh, comment tu as pu faire tout ça. Merci. Peut-être une question, si tu devais justement conseiller peut-être des personnes qui n'osent peut-être pas se lancer dans ce job ou qui s'interrogent à se lancer, en effet, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu as parlé de beaucoup de qualités. Toi, tu as commencé d'abord dans l'hôtellerie, après tu es passé par la communication. Est-ce qu'il faut faire tout ça pour en arriver là? Parce que bien sûr, on a autant de personnes différentes que de parcours. Le tien, il est très atypique. Voilà, quel conseil tu aurais à donner à ces personnes-là qui s'interrogent sur ce métier et qui souhaitent peut-être un jour en faire leur métier? Alors, déjà, il ne faut jamais se mettre de limites. Il n'y a personne, je ne veux pas vous faire de la tchatch, de filmer tout ça, mais il n'y a personne qui peut vous dire ça, c'est pas fait pour vous et tout ça. Alors moi, dans ma nature, je vais reprendre une citation d'un rappeur que j'aime beaucoup, mais moi, mon dégoût de la défaite est plus important que mon envie de gagner. Et moi, il suffit que quelqu'un me dise tu peux pas faire ça pour que je mette tout en œuvre pour y arriver. Donc, si vous avez une ambition, un rêve, il faut y aller, il faut casser des portes. Moi, à un moment, j'ai fracassé des portes aussi. J'ai vraiment saisi ma chance. Je me rappelle que pour intégrer mon MBA en management du sport, il fallait un certain niveau et tout ça. J'avais donc décidé quelques mois en amont que je voulais faire ça. J'ai construit mon profil de expert sport. J'avais passé, comme je faisais des sports de combat, j'avais passé un monitorat de boxe pour légitimer aussi mon parcours. Et j'ai obtenu un stage dans un club de Ligue 1 de football en me disant, voilà, quand je vais arriver dans cette école-là, ils verront que j'ai un profil dans le sport et puis j'ai cette expérience-là, ils vont me prendre. Il faut, et d'ailleurs ce stage de Ligue 1, juste pour l'anecdote, il ne devait pas être pour moi. J'étais dans la bibliothèque de la fac de Créteil où j'étais. Et en fait, j'entends, véridique, hein, j'entends des étudiants parler avec leur futur tuteur de stage qui était au directoire du club. Et en fait, j'entends la conversation, je dis, putain, ça c'est pour moi. Et en fait, j'ai envoyé mon CV avant eux. Donc en fait, le monsieur leur dit au téléphone, envoyez-moi le CV à telle adresse, je note, et moi j'envoie le CV. Donc après, il a reçu les 3 CV, puis il m'a pris moi, mais j'ai forcé aussi le destin. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il faut être actif. Il faut jamais subir, d'ailleurs, dans la vie. Après, moi, c'est peut-être mon expérience des sports de combat qui m'a aidé à ça, mais il faut jamais subir. Et si vous pensez que vous êtes fait pour quelque chose, par contre, il ne faut pas se contenter de le dire. Il faut montrer, il faut créer, il faut produire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si votre rêve, c'est faire de l'interview, bah, faites de l'interview. Quand vous allez vous retrouver face à des recruteurs dans des chaînes de télé, dans des médias, ils vont avoir 200 CV identiques avec des gens qui ont le même niveau d'études. La différence, c'est qu'est-ce que vous avez fait de plus. Moi, quand j'étais chez Endemol, quand je recrutais des gens dans mon équipe, hein, je ne regardais même pas les CV qui n'avaient pas des expériences supplémentaires. Parce que moi, j'avais besoin de gens qui avaient créé. Est-ce que vous avez fait un blog, votre page Instagram ou des choses comme ça. Donc, il faut créer, 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 parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, La Divergent, dont je vous parlais il y a quelques mois. Je continue à apprendre. Il y a des choix d'invités que j'ai faits. On va prendre le cas de Richard Orlinski. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est celui qui a créé les grandes structures qu'on voit dans le monde entier, les animaux géants et tout ça. Il a 7,5 millions d'abonnés sur Instagram. Je me suis dit, le jour où je fais Richard, ma chaîne, elle va péter, ça va être incroyable. Pas du tout. Parce que je comprends qu'en fait, il n'y a pas un engagement suffisamment fort parce que les œuvres, autant il est très suivi, mais les gens sont moins engagés. Et là, récemment, j'ai fait Jérôme Le Banner, qui est une icône des sports de combat mondial, qui est aujourd'hui acteur.
Et la vidéo, elle a fait 40 000 vues en une semaine, parce que il est accessible aux gens. Et donc, on continue à apprendre, mais parce que j'ai créé avant. Ça fait des précédents, des retours sur l'expérience. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de créer, d'être actif tout le temps, tout le temps, tout le temps, de créer. Voilà, vous voulez faire de l'interview, faites de l'interview, faites du rédactionnel si vous pensez que vous avez une plume. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est assez facile. Et il y a une qualité, qu'on soit journaliste, média trainer, communicant, qu'il faut absolument développer. Je pense qu'on doit être, nous, des scanners. Il faut avoir l'intelligence de la situation. Il faut être capable en 2 secondes de savoir qui j'ai en face de moi et dans quel contexte j'évolue. En gros, une prise de parole, qu'elle soit journalistique, une chronique d'expertise, communiquant ce que vous voulez, j'ai toujours un objectif évidemment. Comment j'atteins mon objectif? Je ne vais pas l'atteindre de la même façon selon mon audience, selon la sensibilité des gens que j'ai dans ma salle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des mots que je vais prononcer devant tel gens que je ne vais pas prononcer devant d'autres. Et ça nécessite de comprendre très vite qui j'ai en face de moi. Donc, évidemment, ce que je dis, ça peut paraître caricatural, mais sur une attitude, sur une tenue vestimentaire, peut-être sur un comportement, sur un sourire, sur une réaction à certaines phrases, je dois comprendre qui j'ai en face de moi. Moi, je le développe beaucoup avec mes étudiants, évidemment. Je sais toujours que là, je vais avoir telle personne qui peut réagir comme ci, comme ça, mais j'atteins toujours mon objectif à la fin. Et ça, je pense que média trainer ou journaliste, vous allez accompagner des contenus ou même coacher des gens. Il faut comprendre l'être humain. Donc, il faut s'intéresser à l'être humain. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai en moi beaucoup. Moi, j'aime trop les gens. Moi, quand je vais ou quand j'allais en boîte de nuit, en fait, je le fais tout le temps partout, même dans les transports quand je les prenais. Moi, je regarde les gens tout le temps, mais j'aime trop ça. J'aime trop regarder comment évoluent les gens, le mec qui va draguer la fille qui va draguer le mec, les groupes, les machins, les comportements. Et après, on arrive à deviner très souvent ce qui va se passer après. Mais ça, c'est super. Quand j'arrive à anticiper des réactions, c'est encore plus facile pour passer mon message. C'est pas de la manipulation, hein. C'est de la compréhension des gens, encore une fois, toujours pour atteindre un objectif. Parce que la prise de parole, c'est pour atteindre des objectifs. Accompagner quelqu'un en média training, c'est pour qu'il atteigne des objectifs. Et puis vous, les vôtres avec. Être journaliste, c'est atteindre un objectif, chroniqueur, animateur, etc. Donc ça, c'est les 2 conseils que je donnerais. C'est d'être actif, c'est de créer. Il faut faire et analyser les gens tout le temps. Mais vos parents, vos amis, vos petites amies, vos voisins, tout le monde. Ça va vous aider. Merci Mathieu, merci pour ta réponse. Je vois qu'il nous reste 2 minutes et tu as une question de Sophie qui te remercie déjà beaucoup et qui est impressionnée par ton parcours. Et elle te dit en t'écoutant, en vous écoutant, le réseau que vous avez créé et mentionné semble hyper important. Et aujourd'hui, quand on n'en a pas, ou peut-être très peu, est-ce qu'il est possible, d'après vous, d'intégrer le monde des émissions TV et ainsi que les grands groupes médias? Bien sûr. Je vous ai pas dit, moi, Endemol, c'est une candidature spontanée. J'ai pas répondu à une annonce, il n'y avait pas d'offre. Alors, j'ai de la chance, évidemment, mais j'avais envoyé donc mon CV comme ça. Je ne connaissais absolument personne. Moi, j'avais un réseau sport. Et d'ailleurs, cette étiquette-là, on m'a appelé Mathieu Judo pendant 5 ans chez Endemol. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai fait mes preuves, j'ai construit un service de com. Oui, alors là, c'est pareil. Ne vous mettez pas de limite. En fait, si vous êtes bon, ça se saura. Après, il y a autre chose. Et ça, c'est dommage, on est en train de le perdre. Il y a les soft skills, il y a les comportements. Je vais vous dire des trucs bêtes. Soyez polis. Vous ne vous rendez même pas compte de la puissance d'un bonjour madame, au revoir monsieur, je vous en prie. Vous ne vous en rendez même pas compte de cette puissance-là. Donc, vous allez à un moment avoir l'opportunité de vous retrouver face à des gens, d'accord, et ils vont voir sur votre comportement, sur votre capacité, si vous êtes bon ou pas. Et eux, vous vous accompagnez dans votre évolution. Si vous voulez travailler dans l'audiovisuel en télé, franchement, il y a des groupes Facebook, il y a des stages dans tous les sens, il y a plein de trucs. Donc, non, je sais qu'il y a beaucoup ce mythe-là, c'est un milieu de réseau. Alors, tout le monde ne fera pas de l'antenne, tout le monde ne sera pas journaliste vedette. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, moi. Chez Endemol, j'étais entouré de plein de gens qui travaillent en production. Leur rêve, c'était de faire de la télé. Et moi, qui n'ai jamais voulu faire de télé, on est venu me chercher à plusieurs reprises. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Faire de la télé, faire de l'antenne, ça ne peut pas être un objectif. Et j'en parlais encore hier à des étudiants. Votre ambition, c'est quel contenu j'apporte. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà,
les gens qui vont être en face de vous, ils vont le voir, ça. Ils vont se dire, non, non, mais lui, en fait, il veut juste briller, on va le mettre de côté. Mais je vous jure, moi qui étais donc dire comme dans des malls ou journaliste ou chroniqueur, on les voit, les petits jeunes, on voit tout de suite ceux qui sont forts. Et évidemment qu'on a envie de les faire monter, de les faire évoluer. Et il faut rentrer petit à petit. Dans les sociétés de production, vous pouvez rentrer comme casteur. On recherche des casteurs juniors pour recruter des candidats de jeux, d'émissions, etc. Une fois que vous avez un pied dans ces sociétés de production, vous allez pouvoir évoluer. Moi, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des assistantes, des assistants, des secrétaires, des assistants de production monter parce qu'on voit qu'ils sont bons, on voit qu'ils ont des idées. Ah, il est pas mal, on va le passer au service création-développement. Ah, il est pas mal, il va avoir un rôle dans l'émission. Donc ça existe. Il faut absolument pas se dire moi, je suis un mec, pardon, je suis un pur produit du 93, élevé par ma maman avec ma sœur, zéro piston, zéro réseau. Ma mère, elle est secrétaire médicale et j'ai réussi à faire ce que j'ai fait là. Donc, évidemment, il y a beaucoup de chance dans mon parcours, mais ça ne veut absolument rien dire. Le seul juge, c'est est-ce que vous êtes bon. Et par contre, il faut travailler. C'est-à-dire que se croire juste éloquent ou bon, ou parce qu'on est belle ou on est beau, ça, je vous le dis, ça suffira pas. Il faut bosser. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, quand j'arrive sur une prestation, je suis prêt comme un athlète de haut niveau. Je me suis vraiment préparé, je me suis vraiment entraîné. Et par contre, les gens le remarquent et après, on vous sollicite derrière. Voilà. Mais vous mettez pas de frein, faut rentrer et faut casser toutes les portes. Merci Mathieu. Et je pense que c'est un beau mot de la fin. Il faut rentrer et casser toutes les portes. Merci pour ça. Petite dernière demande. Tu as Léa qui te demande s'il est possible de garder ton contact. Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de partager peut-être ton profil LinkedIn? Je ne sais pas si c'est le bon média, celui que tu as envie de partager aux gens ou... Ouais, LinkedIn, je suis beaucoup présent sur Instagram aussi, qui est quasiment tout le temps allumé. Donc l'un ou l'autre. Sur LinkedIn, je reçois des centaines de messages de commerciaux, tout ça, donc je n'y passe pas tous les jours. Mais sinon, c'est facile de me trouver, donc qu'importe le réseau social. Abonnez-vous à la chaîne Divergent. Ouais, Divergent. Redis-moi, j'aimerais bien la partager. Alors, c'est DIVERS-GENS et il y a le chiffre 1 à la fin. Divergent 1 sur YouTube. Voilà. Petite chaîne qui est en train de monter petit à petit. Ouais, je pense que je l'ai, Divergent 1. Hop, je l'ai. Je la partage aussi dans le chat. L'heure tourne. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. J'ai pu passer bien plus que 30 minutes avec toi, je pense. Merci pour tes partages, pour ce partage hyper inspirant et encourageant, je pense, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci pour ta présence et ton entraide précieuse, en tout cas. Bonne formation à l'école. Merci à toutes et tous pour votre présence ce midi. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci encore, Mathieu. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Belle motivation, nous dit Sophie. À bientôt.